Aujourd'hui, cap sur l'Afrique de l'Ouest. On va s'intéresser à un document qui met en lumière deux figures voisines, mais radicalement opposées. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. L'un incarnerait la rupture, l'autre une certaine forme de continuité. Oui, tout à fait. La source qu'on explore aujourd'hui, elle propose un parallèle vraiment saisissant. C'est une analyse comparative qui se concentre sur ce qui distingue fondamentalement ces deux chefs d'État. Enfin, leur vision telle que le texte les décrit. Ok. Notre émission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essentiel de cette analyse, de comprendre un peu les clivages majeurs que l'auteur met en avant. Alors, commençons par le commencement. Comment ils sont arrivés au pouvoir ? C'est un point clé, d'après ce document. Pour Traoré, le texte parle d'un sursaut patriotique, une sorte de nécessité née de l'urgence sécuritaire. Et pour Ouattara, il rappelle une prise de pouvoir en 2011, qualifiée de contestée, et puis cette perspective d'un 4e mandat qui fait débat. Oui. Donc on a d'un côté ce que la source présente comme un devoir presque existentiel, et de l'autre une trajectoire politique de longue haleine. Ce qui est intéressant justement dans cette mise en perspective, c'est la façon dont l'auteur oppose deux fondements de légitimité. Pour Traoré, ça découlerait de l'urgence, d'une réponse à une menace perçue comme vitale pour la nation. D'accord. Et pour Ouattara, ça s'inscrirait dans un cadre institutionnel établi, mais dont la longévité, les modalités font l'objet de critiques que le texte relaie. La question sous-jacente que cette analyse soulève, c'est un peu qu'est-ce qui prime ? Le salut du peuple, tel que défini par les uns, ou la pérennité d'un pouvoir établi, selon les autres. Et ça se voit aussi dans le style, la génération. Il y a quand même 46 ans d'écart, c'est énorme. Traoré, né en 88, il est dépeint comme l'incarnation d'une jeunesse décomplexée, qui parle de souveraineté, qu'on voit en treillis militaire, proche du terrain. Oui, l'image est forte. Voilà. Et Ouattara, né en 42, lui, il est présenté sous les traits du technocrate, expérimenté, en costume, très à l'aise avec le langage des institutions internationales. Le document, là, il oppose clairement l'audace revendiquée à une forme de conservatisme assumé. Et cette différence de génération, de style, telle qu'elle est présentée, c'est pas juste anecdotique. La source suggère que ça représente un fossé idéologique sur la manière même de concevoir le pouvoir et la relation avec le peuple. Le treillis de Traoré, dans cette lecture, ça symbolise une connexion directe au combat national, une légitimité ancrée dans l'action, Le costume d'Ouattara, lui, signifierait plutôt l'appartenance à un ordre mondial structuré, une posture qui vise, selon le texte, à rassurer les partenaires extérieurs, là où l'autre chercherait avant tout à mobiliser sa population. Ok, passons aux alliances et à l'économie. C'est là où, d'après le texte, les contrastes deviennent encore plus marqués. Pour Traoré, le document décrit un virage stratégique net, fin de la présence militaire française, recherche de nouveaux partenaires, on pense à la Russie, et surtout la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Oui, cette nouvelle structure avec le Mali et le Niger. Exactement, prioritairement sécuritaire. Et sur le plan économique, la source pointe une économie de guerre, un discours très axé sur le souverainisme, la volonté de contrôler ses ressources, avec la renégociation annoncée des contrats miniers par exemple. Et en face, le portrait qui est dressé de Ouattara, c'est celui du partenaire stable de l'Occident, notamment de la France. C'est aussi le défenseur d'une approche régionale via la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a d'ailleurs pris des sanctions contre les pays de l'AES. Oui, c'est vrai, le modèle économique ivoirien, lui, est décrit comme libéral, avec une croissance économique souvent mise en avant. Mais l'auteur pose une question assez critique, une croissance pour qui ? En faisant allusion aux contrats qui sont perçus comme, disons, avantageux pour les entreprises étrangères. Donc si on élargit un peu, ce que l'auteur met en lumière, c'est un choix fondamental de modèle en fait. D'un côté, la quête d'une souveraineté réaffirmée, quitte à reconfigurer les alliances historiques, vues comme des entraves par ceux qui tiennent cette ligne. Tout à fait, une rupture assumée. Voilà. Et de l'autre, le maintien dans un système économique mondialisé, avec ses dépendances, c'est sûr, mais aussi ses avantages en termes d'investissement, de reconnaissance internationale. Enfin, tel que le voit la source. C'est un peu l'économie pour la nation contre une économie intégrée au monde. Le document mentionne aussi, plus brièvement, d'autres points de contraste. Par exemple, la stratégie antiterroriste. La mobilisation populaire avec les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP au Burkina, Oui. face à une coopération sécuritaire plus traditionnelle en Côte d'Ivoire.
plus axée sur les partenariats occidentaux. Ou même la vision du panafricanisme, une version centrée sur la libération, l'héritage de figures comme Sankara, qu'on oppose à une approche plus institutionnelle. C'est vraiment une dichotomie entre refondation et continuité qui est dessinée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse comparative? Ce que montre ce document, c'est que c'est pas juste l'opposition d'un militaire à un économiste. Il met en scène, à travers ces deux figures, la confrontation entre ce qu'il appelle la vision d'un peuple debout, qui lutte pour sa dignité, sa souveraineté. Voilà. Et de l'autre côté, la logique d'un pouvoir bien établi qui cherche la stabilité dans un cadre connu, même si, ce cadre est critiqué. Absolument. Et l'analyse, elle ne tranche pas vraiment sur l'issue ou la pertinence de chaque modèle, mais elle se clôt sur une interrogation assez forte qui est laissée à la réflexion. C'est ça. La question posée en conclusion par la source, elle est directe. Qu'est-ce qui représente le plus grand risque pour l'avenir d'un pays? Un capitaine qui prend les armes pour, selon ses mots, le libérer, ou un président qui s'emploie à rester au pouvoir pour, selon lui, le stabiliser? Une question ouverte. Voilà, une interrogation qui dépasse largement le cas de ces deux dirigeants, je pense, et qui invite à une réflexion plus globale sur les chemins possibles pour le continent.